Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Que nous réserve 2024 en politique provinciale pour le Québec et aussi pour le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue? Alors, j'en discute avec le député de la CAQ de ce comté, c'est-à-dire Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Daniel, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Content de te voir. Ah, c'est réciproque, Monsieur Daniel. Puis là, il faut juste une petite mise au point que, bon, l'enregistrement se fait le 19 janvier en après-midi et elle est en ondes le 31 janvier. Donc, entre le 19 et le 31, je le dis tout le temps, en politique, il peut se passer tellement de choses. Donc, il se peut que l'on parle de différents sujets. Non réglés le 19, mais peut-être réglés le 31. Exact. Ça sont des choses possibles. Bonne mise en garde. Oui, une bonne mise en garde. Monsieur Bernard, dans mon intro, je disais que nous réserve l'année 2024 en politique provinciale et aussi dans votre comté. 2023 a été difficile pour la CAQ, surtout dans la dernière partie de la session. Ça n'a pas été facile. On va revenir un peu sur tout ça tantôt. Mais moi, si je vous demandais, là, au point de vue provincial, quels sont les principaux dossiers? Et puis, au point de vue de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, votre comté, qu'est-ce qu'il y a à régler? Ou en tout cas, il y a tellement de dossiers, mais quelles sont les priorités? Bien, si je reviens, je dirais, pour le comté, pour le niveau, je pense, du Québec, un des premiers dossiers qui va être majeur, puis je parlais encore avec mes collègues un matin, puis notre ministre régional, l'habitation va être un des dossiers que je considère le plus important. On parle d'immigration aussi au moment là, qu'on fait notre entrevue. C'est un peu interrelié, mais le dossier d'habitation en région, puis partout au Québec, va être le dossier, je dirais, numéro 1. Moi, c'est celui-là, personnellement, là, que j'ai ciblé pour qu'est-ce qui va être Rouyn-Noranda et le Témiscamingue. C'est celui-là. Parce qu'on en a besoin pour attirer des gens, pour les garder ici, les familles. Donc, pour la pénurie de logements que nous avons dans toutes les grandes municipalités de la région. Donc, pour moi, c'est le premier dossier au Québec. Il va y avoir aussi des projets de loi qui vont s'en venir au cours de la prochaine année qui vont avoir des impacts. Par exemple, il y a une tournée cette semaine ici à Rouyn-Noranda pour la région pour une révision de la loi de la protection du territoire et des activités agricoles. Oui. OK? Donc, là, ils sont en consultation là-dessus. Il y a des changements. Ça va nous toucher ici, c'est certainement. L'autre chose, personnellement, je vais être avec les fonctionnaires du gouvernement, du ministère des Ressources naturelles. On fait une tournée pan-québécoise à partir du mois de février concernant l'avenir de l'industrie forestière, l'avenir de la forêt au Québec. Ça va nous toucher ici quand on sait les feux de forêt qu'il y a eu, les travaux sylvicoles et tout. Donc, il faut revoir ça. Ça va avoir un impact pour nous en région. Et le ministre Fitzgibbon est supposé éventuellement aussi déposer un projet de loi sur l'énergie, Hydro-Québec et autres, qui va aussi, en tant que, pour nous, la région, en tant que producteur, Hydro-Québec, et tout ça va avoir des impacts. Puis, dans le comté de Rouyn-Noranda, le dernier, lequel que je veux suivre de très près, c'est tout la relocalisation des gens à proximité de la fonderie Horn. Normalement, j'espère que les constructions vont commencer cette année, parce que ça, c'est un des gros dossiers pour Rouyn-Noranda. Monsieur Bernard, aussi, je ne l'avais pas dans mes questions, mais vous ouvrez une porte, puis je vais entrer, comme on dit. La route 117, on sait que la vice-première ministre et ministre des Transports est venue faire un tour en Abitibi-Témiscamingue. Et on sait que cette route-là, c'est la route de la mort. Excusez, mais c'est qu'on en est rendu malheureusement là. On parle de 2026. Oui. Beaucoup de projets sont pelletés en 2026. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en 2026, mais il y a quelque chose de spécial. Non, en fait, je suis content que vous en parlez parce que, juste rappeler, là, Pierre Dufour, ça avait été un de ses engagements, le gouvernement en a mis en place un bureau, qu'est-ce qu'il appelait un bureau de projet. Oui. Ils ont trouvé un ingénieur là-dessus, ce qui est une personne de la région, qui est Pierre Terrien, une personne de grande qualité,
Ils ont réussi maintenant, ils ont 4 ingénieurs seniors. Le travail qu'ils ont fait au cours de la dernière année, ils ont répertorié 1400 accidents, de toutes les gravités, puis ils ont cerné les 17 endroits les plus problématiques le long du 200 km. Là, maintenant, ils nous ont présenté, qu'est-ce que la ministre a annoncé cette semaine? C'est les 5 secteurs prioritaires qui ont été... Là, il y avait exactement. Donc, les secteurs sont ciblés. Là, la prochaine étape, c'est pour ça que ça nous amène à 2026. Là, ils vont faire le détail pour dire, OK, quelle est la meilleure intervention qu'on peut faire pour que les travaux débutent en 2026. Et le premier qui est anticipé, là, qui est probablement le plus facile, c'est le fameux les voies divisées entre Cadillac et Rivière-Éva, qui va faire avec une bande de... il va rester de la forêt entre les deux. Puis elle devrait être la première. Des autres, il y a encore quelques études, mais je peux vous assurer ce matin, la journée qu'on se parle, on était avec le directeur régional, M. Philippe Lemire. Il faisait une tournée avec chacun des préfets en région, puis il a vraiment confirmé, on va aller de l'avant là-dessus. C'est pour ça, tant mieux si c'est un peu avant, mais, mais 2026, c'est clair que les chantiers vont être en branle. C'est un plan de match prévu du gouvernement. La ministre est vraiment sérieuse, puis on va aller de l'avant là-dessus. Un dossier à suivre, c'est sûr. Il y a un gros dossier. Il faut en parler, M. Bernard. Les déceptions en 2023. Et on n'ira pas là, dans 25 ou 25 ou 24, 25 déceptions. On va aller avec les 2 plus grosses, selon, à mon avis. L'abandon du 3e lien. Ça vous a causé beaucoup, beaucoup de pertes. Il ne faut pas s'en cacher. Défaite dans Jean Talon. On s'attendait à une lutte chaude. On en avait parlé d'ailleurs au mois de septembre, avant la partielle. On s'attendait à une lutte chaude entre la CAQ et le Parti québécois. Et puis, c'était une défaite amère, une défaite cinglante. Qu'est-ce qui s'est passé? On prend juste ces 2 déceptions-là si on commence avec l'abandon du 3e lien, puis on va revenir un petit peu après tantôt. L'abandon du 3e lien, quand on regarde un peu, ce projet-là, si on se rappelle, avait été lancé par le maire de Lévis, M. Laouli, puis tout ça, dans le temps, la coalition Avenir Québec l'avait récupéré, il avait fait un enjeu électoral. Et le dossier, en ayant cheminé, ils se sont rendus compte que peut-être le concept qu'il y avait actuellement à cet égard-là ne tenait pas la route pour les différentes raisons que la ministre Guilbeault avait annoncées. La déception, je vous dirais, majoritairement, a été pour les gens de la Rive-Sud de Québec, Bellechasse et tout ça. Mes collègues, je ne vous cacherai pas, mes collègues de ces régions-là, eux, ils ont vécu vraiment une grosse déception parce qu'ils sentaient un peu trahir le citoyen. Toutefois, du côté de Québec, qu'est-ce qu'on avait comme son de cloche? C'était pas un enjeu vraiment proprement dit. Non, c'était du côté de Lévis. Oui. C'était, puis à ce moment-là, au niveau du résultat des élections, bon, je pense qu'à ce moment-là, les gens de Jean Talon ont lancé un message au gouvernement d'insatisfaction pour plusieurs enjeux de manière générale. Non, ils ont tous mis dans le même panier. Oui. On a dit, regarde, on est déçus, on va le faire savoir. Puis quand on regarde, là, au moment qu'on se parle, il y a eu des ententes avec les grands fronts communs, les grands syndicats avec le gouvernement. Les employés de la fonction publique sont, à ce moment-ci, en termes de votation, acceptés ou non. Mais cet enjeu-là, tu as déjà une partie là aussi au moment de l'élection, tout le mécontentement de la fonction publique. Donc, il y avait beaucoup de choses en même temps, mais ceci étant dit, ça lançait un message au gouvernement de revoir, puis d'être meilleur communicateur, puis de mieux cerner les dossiers, puis d'être à l'écoute des gens. Parce qu'il faut dire qu'au moment où l'on enregistre l'émission, si on parle de la FAE, entre autres. Qui est dans un mouvement de votation actuellement, il y avait deux centrales qui étaient pour actuellement, une qui avait rejeté l'entente. Il en restait 6. Ouais. Alors, au moment où l'émission est en ondes, on aura eu les résultats. Parce que là, on joue, là, c'est excessivement serré. On parle de 52% versus 48%, etc. Ouais, on n'embarquera pas là-dedans parce que là, on ne sait pas
Quel résultat? Alors, on espère un peu tout le monde Oui, que ça se termine oui, pour les à la élèves, satisfaction des deux parties. Des deux parties. C'est ça qu'on veut d'une convention collective. Moi, je parlais tout le temps en communication, ici, moi, à Rouyn-Noranda, avec les centrales syndicales, les représentants. Puis qu'est-ce qu'on veut? C'est que tout le monde soit satisfait. Voilà, exactement. C'est ça qu'on veut. Et entre autres, moi, dans ma préoccupation, c'est que qu'est-ce qui se négocie autant du côté des syndicats, leurs demandes tiennent compte de nos réalités en région puis qui répondent à nos travailleurs ici en Abitibi et au Témiscamingue. Voilà, exactement. Monsieur Bernard, on va faire du coq à l'âne. Okay. On va aller à gauche, à droite. C'est qui le coq, c'est qui l'âne? Bien là, on n'embarquera pas là-dedans. Monsieur Bernard, changement de ministre régional, Jean Boulet à la place de Mathieu Lacombe. Au moment où l'on se parle, c'est fait quand même depuis un petit bout de temps, mais c'est vrai qu'il y a eu les fêtes, etc. Là, mais qu'est-ce que vous voyez de différent actuellement? Est-ce que M. Boulet a tellement... comment je dirais ça? Est-ce que M. Boulet va mieux faire que M. Lacombe, parce qu'on sait que M. Lacombe, on n'embarquera pas dans sa vie, mais est-ce que actuellement vous voyez une différence? Ah, les résultats sont probants. Puis, juste en arrière, Mathieu Lacombe a fait ce qu'il pouvait, parce que il y avait un gros ministère, des gros enjeux, point de vue familial aussi, séparé. C'était très, très, très exigeant pour lui, puis j'y parlais, puis il manquait de disponibilité. En contrepartie, M. Boulet, qui était déjà aussi ministre responsable du Nord du Québec, il y a beaucoup de plus de disponibilité. Il met vraiment l'effort. Puis juste pour vous dire, ce matin déjà, on avait une conférence Teams avec les préfets de la région puis les députés. Il y a déjà 5 voyages à planifier. Il vient régulièrement, une fois par mois, à part des autres rencontres avec les autres intervenants et les rencontres Teams. Puis, M. Boulet veut vraiment, quand il a pris le mandat du premier ministre, il s'est engagé, puis il est là, il est présent. Il y a un nouvel attaché politique aussi, celle d'avant faisait un bon travail, mais l'équipe est en place, la volonté est là, puis on voit le changement. Les préfets aussi sont contents. Donc, comme ça, pour la région d'Abitibi-Témiscamingue, on peut dire que, sans minimiser M. Lacombe, mais c'est un plus. Ah oui, définitivement. C'est vraiment comme s'il était ici. En plus, lui aussi, d'ailleurs, va avoir un projet de loi assez important sur le travail qu'il va déposer. Exactement, on va en parler. Puis, mais non, vraiment, puis il est d'une finesse et d'une gentillesse. Monsieur Lacombe l'était aussi, mais Jean Boulet est vraiment excellent. On va aller avec une question un peu difficile, M. Bernard. L'élection d'Émilie Lessard-Terrien comme co-porte-parole de Québec solidaire, elle est dans votre comté, on le sait. Comment voyez-vous cette nomination? Et je vais plus loin. Et une adversaire probable en 2026. Bon, je vais vous dire, je vais répondre par la fin. C'était évident et pertinent que normalement, elle serait, peu importe qu'est-ce qui est arrivé, elle aurait été mon adversaire pour 2026. D'ailleurs, elle l'a laissé sous-entendre à plusieurs occasions. Donc ça, pour moi, c'était vraiment canné si je travaille. Mais puis qu'elle soit nommée ou pas, comme je dis à des gens, parce que la question m'avait été posée, moi, ça ne change rien dans mon travail. Point à la ligne. J'ai mon travail de député à faire pour mes électeurs ici, puis mon travail ne tiendra pas compte de la présence de Mme Lessard-Terrien ou pas, parce que j'ai un travail à faire. Et elle, de l'autre côté, elle va avoir son propre travail à faire. Normalement, oui, puis elle a un travail. Elle a beaucoup de travail à faire. Elle, son mandat, ce n'est pas seulement l'Abitibi-Témiscamingue, c'est le Québec en entier. Donc, elle va faire son travail, elle va être naturellement présente dans certains dossiers ici de la région, mais le gros de son travail va être vraiment plus à l'extérieur pour aider éventuellement Québec solidaire à faire des gains. Mais de mon côté, moi, c'est... pour vous dire, un an, je l'ai croisé une fois, puis
Puis moi, je travaille avec les maires, les préfets, les intervenants, puis le travail va très bien. Puis je n'ai pas senti aucun changement de leur attitude avec la venue de Mme Sartorin. Parce qu'on en avait parlé un peu après votre élection, puis on s'était dit, si ma mémoire est fidèle, ce sera une adversaire potentielle lors de l'élection de 2026. On en avait parlé à ce moment-là. Exactement. Exactement. Et maintenant, je dirais le fait... Il y a un an, je vous aurais dit peut-être si elle n'avait pas été candidate élue comme co-porte-parole, même là, elle remettait un peu son implication future en question parce que c'est une mère de famille, il faut qu'elle travaille, etc. Mais là, maintenant qu'elle a ce poste-là confirmé, le co-porte-parole, c'est certain qu'elle va se représenter dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur Bernard, on va parler de timing, OK? Timing, ben j'aime pas ce mot-là, mais par contre, j'ai fouillé, puis c'est marqué « mot déconseillé en français, mais acceptable ». Voilà, on va le prendre pour cette question-là. Vous êtes justifié. Exactement. On parle de timing que la CAQ, mais de la CAQ, je veux dire, mais vous ne l'avez vraiment pas, là. Vous ne l'avez pas. Vous êtes le pire gouvernement en tant que timing. C'est incroyable. Et je vous donne juste quelques exemples vite. J'en entends. Et ça fait déjà sourire mon invité. Augmentation des députés, plus de 30% de plus en pleine négociation du secteur privé où vous offriez un petit 11 ou 12%. Lendemain de la défaite dans Jean Talon, relance du troisième lien par le premier ministre Legault. À peu près personne, sauf peut-être son épouse, qui était au courant de ça. Tout le monde a resté surpris, et je parle tout le monde, dans les députés et ministres de la CAQ. Définitivement. Ministre des Finances, Éric Girard, qui vient nous dire que les prochains mois seront très difficiles, de se serrer la ceinture, et quelques jours après, il annonce qu'il a versé et signé une entente de entre 5 et 7 millions pour 2 matchs hors concours des Kings de Los Angeles au centre Vidéotron. L'accueil Bonneau. Je ne sais pas si ce dossier-là a été réglé, parce que je ne l'ai pas vu. Je pense que mais l'accueil Bonneau, qui demande l'aide gouvernementale, 700 000 $, c'est pas 7 millions, là, à M. Gérard, c'est 700 000 $. Sinon, il n'y aura plus de repas pour les itinérants la fin de semaine. En tant que timing, il faut le dire, vous ne l'avez pas. Bien, je vais vous dire, puis je pense que si on revient un peu jusqu'à l'élection de Jean Talon, je pense que c'est un peu ça de coordination, de communication qui a manqué beaucoup. Énormément. Et en toute franchise, je pense qu'avec les derniers événements, puis là, on commence une nouvelle session, je pense que les choses vont se replacer au niveau communication. Parce définitivement, pour les gens qui écoutent, il y a bien des surprises là-dedans, puis qui ne sont pas annoncées au bon moment ou mal annoncées. Alors, il y a vraiment un travail à cet égard-là, et je sais qu'ils sont déjà attaqués à cette problématique-là pour mieux améliorer les communications. Mais... Puis surtout, dans la période qu'on va avoir un prochain budget qui s'en vient février-mars, il faut vraiment là, que les ficelles, les communications, comme on dit, que les bottines suivent les babines. Mais dites-moi une chose, M. Bernard. Vous êtes là. Vous siégez à Québec avec le gouvernement de la CAQ. Vous rencontrez ces personnes-là régulièrement. Et quand je dis vous rencontrez, on va parler du ministre Gérard, entre autres. On va parler du premier ministre que vous croisez aussi, j'en suis persuadé. Quand vous faites face à ça, là, entre autres, là, quand on regarde le ministre des Finances, M. Gérard, là, il a l'air d'un homme sûr de son affaire. On croirait que tout ce qu'il nous dit... Ben, c'est vrai, on croirait, puis il y a des choses vraies, c'est sûr également. Mais, je veux dire, il va t'annoncer une mauvaise nouvelle, puis tu vas dire, ouais, c'est peut-être pas si pire que ça. Il n'anticipe pas une catastrophe, mais... Puis quand il nous lance une affaire comme ça, de 7 millions, quand il y a des personnes qui ont de la misère à prendre deux repas par jour,
qu'il y a des enfants qui vont à l'école puis qui mangent même pas. C'est frustrant. Comment vous prenez ça, qui êtes assis à côté de ces personnes-là? Ben, Ça vous tente-tu de me faire des dire « Hey, là! » Regardez, je peux vous dire, M. Gérard, il a quand même reconnu qu'il y avait un mauvais timing. Madame Guilbeault le dit aussi, puis la plupart des gens. Je peux vous dire, chez nos collègues, l'ensemble de mes collègues, moi le premier, quand on a appris ça, aussi de la manière qu'on l'a appris, parce qu'on l'a appris comme tout le monde dans les journaux, il y a eu des gros points d'interrogation puis du questionnement. Alors, c'est là que, quand je vous reviens encore, parler des communications, puis nous, ce qu'on a demandé indirectement, on a dit, on peut-tu ne plus avoir des surprises de cette manière-là pour qu'on soit prêt puis qu'on puisse en discuter Oui, parce que vous avez des choses à répondre à vos électeurs. Ah oui, définitivement. Je n'ai eu des courriels. Sûrement. Alors donc, c'est le genre de choses qu'on veut vraiment, puis d'événements qu'on veut éviter. Mais ceci étant dit, le ministre Girard, c'est une personne d'une très grande qualité. Puis oui. la décision aussi, il faut arriver à dire, elle n'a pas été prise que seulement par lui. Il a été le porte-parole qui l'a annoncé, mais ça avait été présenté au Conseil des ministres et autres. Donc, il y a plusieurs personnes qu'il fallait qu'ils se regardent la journée de cette annonce-là. Et voilà, qu'ils parce se regardent dans le miroir. C'est sûr et certain que M. Gérard n'a pas pris le téléphone un bon matin puis qu'il a appelé les Kings de Los Angeles, puis il dit « Venez jouer à Québec, on va vous donner 7 millions. » C'est sûr que non, là. C'est pas vrai. Comment c'est que vous me diriez de ça? Je vous dirais « Non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. » Il y a d'autres personnes impliquées. Puis lui, c'est pas lui qui a fait les démarches directement, et seul, je ne pense pas, lui a approuvé, par exemple. C'est ça. Ça, c'est certain. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est pas... Dans le contexte actuel qu'on disait, dans la période de négociation, au même moment aussi, il y avait une demande des banques alimentaires pour un 7 millions supplémentaires. Oui, exactement, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de choses. Puis quand on parlait de timing, d'événements, je pense que tout le monde a appris de ça. Il reste 3 ans pourvu qu'il n'y en ait pas d'autres. Au palais. Là, par exemple, on verra. Comme on dit, on verra en temps et lieu. Je ne sais pas si M. Legault a eu sa boussole, au fait. Bonne question, on va peut-être le savoir en janvier. On a notre premier caucus. Fait que, posez la question, puis vous me répondrez aussi en même temps, parce que j'aimerais le savoir. On va aller, par exemple, dans une bonne nouvelle. Oui, allez-y. Juste pour dire, quand il a lancé celle-là à l'Assemblée nationale, puis il a été repris dans les bye-bye aussi, à un moment donné, je pense que M. Legault, tu sais, c'est une preuve d'humilité de dire, OK, que lui-même s'est dit, là, ça me reprend mes repères avec les gens, puis gérer. C'est un signe d'humilité. Je lève mon chapeau parce que c'était de l'autodérision, puis il savait qu'effectivement... Oui, parce que tout le monde rit à l'Assemblée nationale. Oui. C'est pas compliqué, là. Puis même au bye-bye. Oui, exactement. Oui, parce qu'il a été la tête de Turc, comme on peut dire. La CAQ, je dirais en général. Oui, en général, oui. Beaucoup oui, on s'est comme un peu moqué. Un peu beaucoup, mais... Quand tu fais de la politique... Voilà, exactement. Parce que c'est pas facile de faire il n'y a pas que les bons côtés. Non, mais ici, je veux absolument, parce que le temps passe très vite, création d'un nouvel observatoire national à Rouyn-Noranda, le gouvernement qui remet 500 000 sur un an. Expliquez-nous c'est quoi exactement. Moi, j'ai vu ça, des brides. Essentiellement... OK, c'est quand on a annoncé la nouvelle autorisation ministérielle dans le dossier de la fonderie honte. C'est un dossier d'environnement. OK. Une des choses qu'on voulait aller plus loin, c'est de dire comment maintenant on peut... Il y a peu de données sur les émissions de la fonderie en termes de particules, d'émissions de gaz et autres. On a des données qui sont pris par des capteurs et autres, mais globalement, pour dire comment qu'on peut travailler là-dessus, les impacts vraiment réels là-dessus, les moyens d'atténuer ça et autres. Donc, cet observatoire-là, qui va être sous la responsabilité en grande partie de l'université auquel va se greffer le cégep et autres, avec les chercheurs. Donc, ça va être de faire le suivi là-dessus, récupérer les données, les travailler, comment maintenant améliorer pour accélérer puis devenir un modèle pour dire pour la qualité de l'air dans des usines telles la fonderie ou autre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme processus d'amélioration pour vraiment
diminuer les impacts des émissions puis améliorer la qualité de l'air. Pas seulement pour la fonderie, mais éventuellement, ça devrait faire des petits pour toute industrie qui a des émanations de cette nature-là. Donc, l'Observatoire va être là et le fait important, il va avoir un rôle aussi pour vraiment quantifier puis informer correctement la population pour faire le suivi dans le cas de Rouyn-Noranda, de tous les avancées que la fonderie va faire au cours des prochaines années. Alors, c'est un gros plus, il faut le dire. Oui, définitivement. C'est une belle nouvelle. Monsieur Bernard, le gouvernement, par la voix de son ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville, annonce qu'il met 300 millions sur la table pour aider à faire du rattrapage aux élèves en difficulté suite, entre autres, aux jours de grève. C'est facultatif, et ça, ce mot-là est important. C'est facultatif et non imposé. A-t-on pelleté des solutions dans la cour des profs? Non, j'ai pas tout le détail, mais de la manière que je l'ai compris, les sommes sont là. Puis quand on dit facultatif, ça veut dire il y en a qui vont en avoir de besoin. Je prends des commissions scolaires ou des écoles, d'autres n'auront pas de besoin. C'est pour ça, moi, ma compréhension pour dire que c'est pas imposé, il y a peut-être prenez par exemple des écoles dans le secteur privé qui n'ont pas eu de grève ou autre, ou dans d'autres secteurs, il va être adapté à chacune des écoles et des commissions scolaires. Ceux qui vont en avoir besoin plus vont avoir plus de ressources et autres. Et ils vont mettre les ressources aussi pour du mentorat à l'extérieur et autres pour accompagner. Donc, qu'est-ce que les gens, moi je me rappelle, qui ont quand même salué les conseils des parents et autres, ils ont trouvé que la mesure était bien ciblée pour répondre vraiment aux problèmes de chacun sur une base individuelle et collective dans chacun des milieux. Fait qu'autrement dit, le gouvernement, et on s'y attendait un peu, n'a pas imposé. Je parle une supposition, il aurait pu dire, mais c'est pas dans leur domaine de le faire, mais il aurait pu dire, bon, les fameux journées pédagogiques, on les enlève. La semaine de relâche, on l'enlève. Il aurait pu faire ça, mais le ministre n'a pas le droit de faire ça. C'est pas de sa compétence de le faire. Puis en même temps, on vient tout le temps, nous autres, surtout ici en région, on critique tout le temps le mur à mur. OK, qui est fait, on dit, on prend à Québec, prend une solution qui est décidée à Québec, puis on l'implante à la grandeur. Oui. Puis ça répond pas des fois à des affaires. C'est que ça devrait être modulé aux besoins puis de chacun des endroits en région, école et autres. C'est que moi, c'est ça, j'espère. Puis ça a été très bien accueilli, ça, ce plan-là. Une dernière question, parce que le temps passe toujours trop vite même. Plusieurs réformes qui s'en viennent au Québec. Entre autres, réforme de la santé, énorme. Oui. Réforme de l'éducation, réforme des transports. On a réforme dans l'industrie de la construction. Tout ça, est-ce qu'on est capable de terminer ces 4 grosses réformes-là avant 2026? Prenons l'agence de santé, c'est un gros défi, mais qui, normalement, c'est fait pour être en place à ce moment-là. Mais déjà, la transition est en cours. Oui, est en cours actuellement. Le comité le PDG va être nommé il est peut-être là, au moment où on se parle. Oui. Puis en fait, l'émission va être diffusée. Oui. Donc, oui, c'est beaucoup, mais on n'a pas le choix d'aller là. Prenez par exemple celle du travail. Une difficulté, puis c'est un projet de loi que notre ministre Boulet va déposer. Ça nous prend de la souplesse dans le secteur. Ça prend décloisonnement des cartes de travail. Parce qu'avec la main-d'œuvre disponible et autres, si on veut atteindre nos objectifs, revenons à l'habitation pour faire des grands chantiers de construction, il faut assouplir les règles. Pas brimer, mais il faut que les travailleurs soient plus... Les rendre plus souples. Plus souples. Elles sont trop rigides. Elles sont trop rigides. Exactement. Puis si on veut passer au travers des défis qui nous attendent, il faut faire des réformes. Il y en a beaucoup, puis je vous le concède, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Monsieur Bernard, merci infiniment. C'est toujours un plaisir. On va sûrement se revoir quelque part d'ici une couple de mois, j'en suis persuadé, parce qu'il faut continuer d'autres... Oui. J'ai d'autres questions. Il y a d'autres gros défis pour la CAQ. Il va y avoir, ça va être, je dirais, la période de la session qui va débuter jusqu'au mois de juin va être une très grosse session. Et remaniement ministériel, fort possiblement à la fin de la session. S'il y en a une, ça va être là. Merci beaucoup, M. Bernard. Ça fait plaisir. Au revoir. Toujours un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.